Bienvenue sur Hypno-Réussite, je suis Philippe Franière. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques notions sur la toute-puissance de l'enfant et les blessures de l'être. Euh, Lorsqu'un enfant vient au monde, ça a été votre cas, ça a été le mien, c'est le cas de chacun. Lorsqu'on vient au monde, qu'on sort du ventre de sa maman, qu'on arrive dans cet espace incroyable de la vie, eh bien, on n'en est pas conscient. On ne sait pas qu'on vient au monde. On, on vient au monde, c'est tout. Et on ne sait rien. On vient au monde avec un cerveau qui est tout neuf, qui fonctionne à la perfection, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de données. C'est comme c'est comme un disque dur vide. Et donc, il va falloir du temps pour remplir ce cerveau avec suffisamment d'informations pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vient d'arriver. Et donc au départ, comme tout est vide, on est juste dans la perception des choses. On va percevoir la lumière, la nuit, on va percevoir les odeurs, le goût, on va percevoir les sons, comme le son de l'ordinateur qui vient de faire quelque chose là. Et donc, on va être dans ces perceptions et on va avoir l'impression, on va avoir la certitude, enfin c'est la seule impression qu'on puisse avoir, c'est qu'on est tout ça. Je suis la lumière, je suis la nuit, je suis le goût que je mange. Toutes ces perceptions, c'est moi. Et de la même manière, je suis le sein de ma mère. Mais j'ai pas conscience que c'est un sein, ni que c'est ma mère. Tout ça, c'est moi. Je suis en contact avec les choses et toutes ces choses, j'ai pas conscience qu'elles sont hors de moi. Tout est moi. Et cela donne ce qu'on appelle l'omnipotence de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant pense, perçoit, ressent qu'il est tout. Il est le jour et la nuit. Et lorsqu'il fait jour, c'est lui qui fait jour. Et quand il fait nuit, c'est lui qui fait nuit. En plus de ça, c'est augmenté par le fait que lorsqu'il pleure, les gens, la mère ou les gens qui sont là se précipitent vers lui. Donc il a beaucoup de pouvoir, hein, en pleurant, en criant, en faisant son besoin, etc. Il sent qu'il attire, toutes les choses gravitent autour de lui et sont dépendantes en fait de lui. Donc ça lui donne cette impression de toute puissance qu'il va garder longtemps. Euh, il va falloir 6 ans pour comprendre le monde dans son ensemble. On parle de l'âge de raison vers 7 ans. Je pense que c'est à cause de ça. Et au fur et à mesure que l'enfant va augmenter, si on veut, va empiler, va emmagasiner des informations de l'extérieur, il va pouvoir de mieux en mieux comprendre cet extérieur et se situer. Donc à un moment donné, il va comprendre que sa maman n'est pas lui, que c'est une personne en dehors de lui. Après, il va voir apparaître un papa, peut-être, quelqu'un qui est là aussi, en plus de sa maman, et que ce n'est pas lui, mais que ce n'est pas non plus sa maman. Il va vraiment devoir emmagasiner beaucoup d'informations pour comprendre le monde. Imaginez, la première fois que vous entendez un chien aboyer. La première fois, vous entendez juste un son, le son de l'aboiement. Vous ne savez pas que c'est un chien, vous ne savez pas que c'est un aboiement. Vous entendez juste un son, c'est un son brut. Tout est brut, toutes les informations sont brutes. Et combien d'aboiements faut-il entendre et de chiens faut-il croiser dans la réalité ou dans des dessins animés ou peu importe, et de voir des chiens qui aboient jusqu'à avoir la sensation de perception vraiment, de faire des liens, des connexions entre toutes ces informations pour comprendre ce qu'est un chien et ce que ça signifie lorsqu'il aboie. Et ça pour toutes les choses de la vie. Donc, les apprentissages qui se font dans ces premières années de vie sont extrêmement importants. C'est un fait et c'est une évidence, bien sûr, mais souvent on oublie de considérer cela.
Et ce qui va se passer, c'est que durant cette période particulière de la vie, période, disons, où on va emmagasiner des informations fondamentales, on va aussi vivre des choses, vivre des émotions. Et on revient à ces émotions dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, et notamment les émotions négatives, enfin dites négatives, les émotions qui font vivre des mauvais quarts d'heure, des mauvaises sensations dans le corps, hein, des crispations, des choses avec la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Sauf que on ne peut pas les relativiser. Aujourd'hui, quand vous êtes triste, vous avez plein d'expériences où vous avez déjà été triste, donc vous pouvez relativiser, vous pouvez savoir qu'au bout de quelques heures ou quelques jours, la tristesse s'estompe. Mais la première fois que vous êtes triste, vous avez l'impression de mourir. C'est épouvantablement affreux. Et donc, l'enfant, dans son incompréhension du monde et dans sa conception ou dans sa perception qu'il est tout, et donc quelque part qu'il est Dieu, hein, qu'il est l'origine de tout, lorsqu'il va vivre des sensations désagréables, va penser que c'est lui qui les a produits. Et donc il va commencer à avoir peut-être même peur de lui, mais en tout cas à avoir des premières notions de culpabilité. La culpabilité prend racine dans ce phénomène. Quand un petit enfant subit des maltraitances, qu'elles soient physiques ou psychologiques, il va jamais dire mon papa est un salaud. Jamais. Ça lui vient pas à l'idée. Parce qu'il est dans cette omnipotence. Il pense que s'il a pris des coups ou une engueulade, c'est lui qui l'a produite. Et donc il va naturellement développer l'idée qu'il n'a pas été suffisamment comment dire ça, gentil, où il n'a pas été à la hauteur, où il n'a pas mérité suffisamment d'amour pour recevoir un tel traitement. Et donc, cela va être source de beaucoup de confusion et de beaucoup justement de ressentiment et de ces sensations de culpabilité qui vont se développer. C'est ce qu'on appelle les blessures de l'être. Les blessures de l'être sont des programmes fondamentaux, on pourrait dire, qui se développe au fil de l'évolution, comment pourrait-on dire ça, au fil de la découverte de la réalité pendant ces premières années de la vie où l'enfant emmagasine ces informations. Alors, il y a 5 blessures de l'être qui ont été identifiées, notamment beaucoup développées par Lise Bourbeau, de manière assez admirable d'ailleurs. Et la première blessure, c'est la blessure de rejet. Pourquoi c'est la première? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'informations, il n'y a pas besoin de comprendre grand-chose pour pouvoir se sentir rejeté. On est dans un appel, dans un élan, dès le moment qu'on a suffisamment d'informations pour avoir compris que l'autre est autre et que je suis moi et que je ne suis pas ma maman et que ma maman elle peut me poser dans mon berceau pour aller faire quelque chose, ne serait-ce à la cuisine ou faire quelque chose d'autre ou aller travailler, je peux avoir une sensation de rejet. C'est-à-dire qu'on ne me veut pas, on me met à distance. Il y a une distance qui se crée et cette distance crée la sensation de rejet. Pas besoin d'avoir compris grand-chose pour ressentir ça. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Alors, pour être abandonné, il faut déjà avoir compris un peu plus de choses. Il faut déjà avoir compris, par exemple, que maman est ma maman et qu'elle prend soin de moi. Et que donc, comme elle prend soin de moi, elle est censée euh, s'occuper de moi. Donc, quand elle me met dans le berceau pour aller travailler, je ressens plus ça comme un rejet, je ressens ça comme un abandon parce que j'ai compris qu'elle doit être près de moi. Elle n'a pas le droit de partir. Et donc, ça, c'est la seconde blessure, la blessure d'abandon qui vient un petit peu plus tard. Ensuite, toujours au fil de l'évolution de la compréhension que l'enfant a du monde, il y a la blessure d'humiliation. Là encore, c'est une compréhension un peu plus subtile ou complexe, qui fait que je peux comprendre suffisamment d'interactions
pour m'attendre à ce que on m'accepte et que deux personnes peuvent euh, me critiquer ou se moquer de moi ou m'utiliser. Donc c'est nettement plus complexe pour ressentir cette blessure d'humiliation. La quatrième blessure, toujours plus, euh, plus avancée en termes de complexité, c'est la trahison. La trahison, c'est évidemment le fait d'être trompé par quelqu'un en qui on avait placé sa confiance. Et donc, il y a des notions de confiance, il y a des notions d'alliance. Je vais faire alliance, j'ai un ami, quelqu'un sur qui je peux compter, etc. Même si on est tout petit, hein, ça peut se faire avec un frère, etc., ou avec un parent. Il y a la notion de ce parent était censé me protéger ou était censé être de mon côté, mais m'a trahi. Et la dernière notion qui fait appel à une complexité totale, d'une perception du monde déjà, des groupes, groupe familial, le groupe de l'école, le groupe peut-être du pays, si on voyage un peu, etc. C'est la notion d'injustice. Pour ressentir l'injustice, il faut évidemment avoir suffisamment de compréhension pour percevoir la notion de justice. Cette notion de justice qui fait qu'on est tous égaux malgré nos différences, malgré nos spécificités. Et donc ces 5 blessures de l'être, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice, vont être les fondements de nos blessures profondes, on va dire, des choses qui peuvent nous accompagner tout au long de notre vie, euh, avec évidemment les émotions qui y sont liées. Là-dessus se forment des programmes fondamentaux qui vont nous accompagner parfois toute notre vie, du moins jusqu'à ce qu'on fasse une thérapie lorsque ces émotions ou ces dysfonctionnements, ces problèmes nous chicanent trop, on va en thérapie et puis on les règle. Sinon, si c'est pas trop gênant, on les garde toute la vie et puis ça va aussi, parce que la vie c'est aussi euh, c'est pas toujours forcément de tout régler et que tout soit parfait, mais c'est d'être en paix avec ce qui nous chicane. Ça, c'est la vie. Et donc, mais effectivement, quand ça nous chicane trop, et puis qu'on va en thérapie, quelle qu'elle soit, hein, moi je fais de l'hypnose, mais il y a d'autres choses, quand on va en thérapie, eh bien, on va tomber sur ces programmes anciens, ces programmes qui nous collent au basket depuis toujours, depuis qu'on est tout petit, avec ces notions d'injustice, d'humiliation, de trahison, de rejet, etc. Et, euh, et généralement, il y en a quand même une ou deux qui ont tendance à vraiment être bien installées. Peut-être qu'on les a vécues de manière assez importante. À savoir que peut-être il est bon de faire une petite parenthèse là-dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir un traumatisme incroyablement grave, d'avoir été battu ou d'avoir été abandonné dans un couffin sur le parvis de l'église pour ressentir l'abandon ou pour ressentir le rejet ou enfin bref ce dont on vient de parler. C'est pas forcément une situation dramatique et affreuse qui a créé ça. Euh, Par exemple, moi j'ai souffert d'une blessure d'abandon. Pas parce que j'ai été abandonné, j'ai eu une enfance très heureuse. Mais il se trouve qu'on était nombreux, on était 6 frères et sœurs, et puis que, comme moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais développé l'idée euh, que je voulais protéger ma maman et qu'elle était déjà surchargée par toute cette myriade de frères et sœurs qui couraient dans tous les sens. Eh bien, moi, pour aider ma maman, j'étais sage. J'étais sage dans mon coin, je jouais tout seul, je lisais tout seul, je bricolais tout seul, etc. Et ça, c'était dans l'idée de décharger ma maman. Sauf que ma maman, vu que moi j'étais sage et puis que les autres faisaient faisaient les 400 coups, ben, elle leur donnait beaucoup plus d'attention à eux parce qu'il fallait toujours les remettre à l'ordre, il fallait les gronder, il fallait les cadrer. Tandis que moi j'étais sage, donc elle s'occupait moins de moi. Et donc je me suis senti abandonné. Ça veut dire
que l'abandon n'est pas toujours effectif, mais il est vécu comme tel. Et donc c'est très intéressant d'observer cela et de chercher un petit peu à l'intérieur de soi pour comprendre finalement euh, quelle est la blessure qui aujourd'hui encore vient créer des réflexes ou des attitudes, des comportements qui me dérangent. Quelle est cette blessure qui vient déranger ma vie ou qui vient me faire faire des choses que j'aimerais faire différemment? Et donc c'est intéressant quand on peut identifier ça et surtout quand on peut décharger cela pour avoir plus de liberté, plus de choix, plus de joie, plus de bonheur. L'omnipotence de l'enfant, cette notion d'être tout puissant, elle est normalement cadrée euh, par l'autorité qui souvent est prise en charge par le père, c'est-à-dire que le père va cadrer, va mettre des limites à l'enfant. Et l'enfant va devoir passer à travers ses frustrations qu'il n'est pas tout puissant pour euh, lâcher prise sur sa toute-puissance, sur son omnipotence et pouvoir entrer dans le monde de manière équilibrée. Et on peut observer que les enfants qui n'ont pas suffisamment été cadrés gardent ou ont tendance à garder cette sensation de toute puissance et c'est cela qui génère souvent une forte culpabilité. C'est-à-dire que une personne peut se sentir coupable parce que sa grand-mère est tombée malade, alors qu'en fait il n'y peut rien. Mais comme il a gardé cette sensation de toute puissance, il peut avoir cette idée, mais c'est un peu de ma faute s'il est malade. Et donc ça nécessite, par exemple, à être travaillé ou traité d'une manière ou d'une autre, par l'hypnose ou par un autre moyen. Parce que c'est pas normal de se sentir responsable de ce qu'on n'a pas fait soi-même, de ce dont on n'est pas responsable. Et donc, toutes ces choses viennent de l'omnipotence de l'enfant, ces premières années de vie dans lesquelles l'enfant perçoit le monde comme étant sa propre production. Sa propre production, vous m'avez compris. Et donc, toutes ces choses sont intéressantes et importantes à conscientiser pour pouvoir entrer dans sa propre vie, assumer sa vie et entrer dans son intégrité personnelle et dans sa propre vérité. Là-dessus, je vous souhaite tout de bon, peut-être quelques réflexions, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo au sujet de l'hypnose ou d'autres sujets qui s'en rapprochent. Prenez soin de vous et à plus tard. Au revoir. Ciao.